Les têtes de Sion, nouvelle émission, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à tous dans cette nouvelle émission des Têtes de Sion. Et voilà, on vous retrouve pour le deuxième quart de finale de ce tournoi, comme vous le savez déjà. Vous suivez tous avec attention, je vous en remercie. Vous êtes des centaines et à mon avis, d'après ce qu'on m'a dit aussi, des milliers à avoir vu les différents matchs des huitièmes de finale et je vous en remercie du fond du cœur. On essaye de vous faire un peu de divertissement, voilà. On est tous avec le corona, on commence peut-être un peu à en sortir, ou même peut-être que c'est plus qui va être diffusé. On sera peut-être sorti peut-être beaucoup plus dehors. En tous les cas, on s'est dit à Studio Calita qu'on voulait aussi proposer du divertissement à nos auditeurs et pas uniquement que du Corona Info, parce qu'on estime que les gens doivent aussi entendre autre chose. Voilà, et c'est la raison pour laquelle on a commencé avec ce tournoi il y a quelques semaines et on a fini les huitièmes de finale. Vous avez pu aussi assister au premier quart de finale, comme va nous le montrer mon ami Souriel en régie. Il va nous envoyer le tableau de ce tournoi et vous allez pouvoir voir tout de suite que durant le premier quart de finale, Sabrina Moïse, qui a débattu au premier tour et Cheikhoun, a disposé de mon ami Franck Stayada sur le score de 3,5 à 1,5 après une bataille, ma foi, assez féroce. Et donc, c'est la première qui accède aux demi-finales et elle sera opposée, ma foi, au vainqueur du match du jour qui oppose d'abord, on va le dire, on va dire le plus ancien dans cette émission. Celui qui a fait le plus d'émissions, c'est mon ami le chef David Berda aujourd'hui. Salut David. Salut Kiki. Voilà, il va être opposé aujourd'hui à un candidat extrêmement dangereux, ma foi. Il a effectivement un bon coup droit, j'ai entendu ça. Voilà, exactement. Un candidat extrêmement dangereux qui fait partie des très rares candidats qui ont pu m'envoyer certaines réponses à la volée dans cette émission. Et donc, j'ai toujours un grand plaisir de l'accueillir. Le journaliste Michael Blum est à journée. Salut à vous. Salut Kiki, salut David. Voilà, est avec nous. Salut Michael. Voilà, et donc, puisque les présentations du personnel Michael Blum, qui, comme vous l'avez vu dans les prochaines émissions, avait battu notre ami Mark Heisenberg, voilà, et qui se retrouve donc en quart de finale aujourd'hui contre David Berda. Et bien, puisque les présentations sont faites, on va à la première question à l'effet pété. Alors, la première question est très simple. Que fondent les cousins Théophile Bader et Alphonse Kahn en janvier 1894? La banque, la poste. Non, monsieur. Ils ouvrent une chaîne de magasins. Oui, monsieur. Les Galeries Lafayette. Bonne réponse. Exactement, de Michael Blum. Voilà, exactement. Je vous avais prévenu. Je me disais qu'il allait me faire éclater, mais effectivement, il faut savoir que ce sont ces gens-là. Bien sûr, moi, je n'avais pas cette information quand j'ai préparé cette émission. C'est une information que j'ai trouvée par hasard. Donc, Théophile Bader, né de Serf Bader et d'Adèle Hirstel, petit commerçant juif issu de familles de possesseurs de vignes et de marchands de bestiaux, en 1808, en vertu du décret napoléonien, oblige les Juifs à choisir pour ceux et leurs enfants un patronifix. Un de ses ancêtres, Jacob Lévi, choisit celui de Bader. Alphonse Kahn est un juif alsacien, chef d'entreprise né en 1864 et décédé en 1927. En 1894, Théophile et son cousin Alphonse ouvrent la mercerie Les Galeries sur une surface de 70 mètres carrés. Le 21 décembre 1895, ils font l'acquisition de la totalité de l'immeuble du 1 rue Lafayette. La société au nom collectif SNC est transformée en Société anonyme des Galeries Lafayette le 1er septembre 1899. Dès cette époque, les galeries possèdent leur propre atelier de fabrication et de confection qui existeront dans les années 60, période de l'arrivée sur le marché du prêt-à-porter. Juif assimilé, Théophile Bader épouse Jeanne Bloch à la synagogue, respecte toutes les fêtes traditionnelles et sans être pratiquant, soutient largement nombre d'œuvres juives. Après la débâcle de 1940, les galeries Lafayette subissent un traitement d'arguénisation. Théophile Bader, Raoul Meyer, Max Heilbronn, les administrateurs du magasin ainsi que 129 employés juifs sont contraints de démissionner et sont dépossédés de leurs biens et s'engagent alors dans la résistance. Théophile Bader s'éteint à Paris en 1942, paralysé et spolié de ses biens. Aujourd'hui, les Galeries Lafayette sont le dernier grand magasin français dirigé par les descendants directs de son fondateur. Voilà, exactement. Donc voilà, cette émission débute, j'ai envie de dire, sur les chapeaux de roue. Voilà.
avec Mickaël qui nous a balancé une réponse à la volée. David, tu as encore 4 questions pour te rattraper. Je vais à la volée. Hein. Ah ouais, on a vu des remontées spectaculaires déjà dans ce tournoi. Et on va passer à la deuxième question. Allez, alors, deuxième question de cette émission. Alors là, j'ai pas envie de dire que Michael Bloom, si tu trouves ça à la volée, allez, si tu trouves ça à la volée, j'enlève mon chapeau. On va rester quand même dans les normes normales. Mais enfin, la question, elle est comme ça. Pour quelle raison le professeur Zelig Brodetsky organise une soirée de Purim au King David en février 1950? Pourquoi? J'ai pas entendu. Alors, je répète la question. Et là, Ouais. Mickaël, je vois dans ses yeux qui ne sait pas. Donc, ça va chercher. Pour quelle raison le professeur Zelig Brodetsky organise une soirée de Purim au King David en février 1950? Parce qu'il a découvert un vaccin ce jour-là. Alors, non. Pour fêter Purim. Oui, mais là, oui, d'accord, mais ça, c'est là, je vais pas te l'accorder, celle-là. Il faut Non, me dire j'imagine. pourquoi. Effectivement, mais c'est là, professeur Zelig Brodetsky. Est-ce qu'il est professeur de médecine? Oui, il est professeur de médecine. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Il a fait une première opération, une première aspiration du cœur et il a voulu la fêter. Non, il n'a pas fêté une opération. Non, Il a fêté l'ouverture d'un hôpital. non, c'est pas ça qu'il veut faire. Il fête. C'est en rapport avec la médecine? Ça veut dire ce quoi? repas. Oui, Est-ce que le repas en rapport avec son… C'est lui qui a fait quelque chose? Il a organisé cette soirée de Purim pour des malades qu'il avait soignés. Non, pas pour des malades. Pourquoi? Pour des médecins, des donateurs. Pour des donateurs. Bonne réponse de David Erna, exactement, tout à fait. Il veut ramasser de l'argent pour aider les étudiants de la fac de médecine de Jérusalem. Je te l'accorde, c'est une soirée tout simplement de donateurs qu'il organise. C'est le site internet d'Israël Hayom qui nous rappelle que la première école de médecine en Israël ouvre ses portes à Jérusalem le 17 mai 1949 dans le bâtiment de la Société biblique de la ville, aujourd'hui Kikar Safra numéro 8. 9 mois après sa création, l'établissement semblait faire face à une crise existentielle. Son taux d'abandon était élevé alors que d'autres étudiants s'effondraient pour cause de fatigue aiguë. Au cours de sa première année, 120 des 140 étudiants de médecine, les 140 étudiants, je pense qu'on doit dire, de médecine, étaient des nouveaux immigrants qui avaient commencé à étudier en Europe et immigrent en Israël pour participer à la guerre d'indépendance. Ils cherchent alors à terminer leurs études et devaient maîtriser rapidement les 2 langues d'enseignement, l'hébreu et l'anglais, en tandem avec les études de médecine elles-mêmes, bien sûr, qui commençaient à 8 h du matin et se terminaient à 9 h du soir. Les étudiants des foyers défavorisés devaient également travailler la nuit pour subvenir à leurs besoins. Compte tenu de ces difficultés, le président de l'université hébraïque, le professeur Zelig Brodetsky, a l'idée d'organiser un bal de Purim pour la haute société de Jérusalem au King David Hotel et déclare: je vais demander aux citadins d'ouvrir leur cœur et leurs poches aux étudiants aux étudiants en médecine. Voilà, exactement. Bonne réponse de David Berda qui égalise ce match à 1 partout, ma foi. C'est bien parti pour la suite. On passe à la 3e question. Allez, au revoir. Alors, 3e question de cette émission. Comme vous le savez tous, ça, c'est toujours, et ça reste, et en tout cas en ce qui me concerne, ça restera une question en rapport avec la Bible. On a eu des questions très sympathiques. On a eu des fois des réponses où on a cherché un rapport avec la Bible, avec René Goscinny, par exemple, dans une émission, on va dire, qu'on a diffusée, je crois, dans le dernier quart de finale. On avait cherché un rapport que j'avais proposé avec la Bible, avec Hergé aussi. Et là, ça va peut-être, c'est pas ça vraiment. Mais c'est une question aussi très sympathique, vous allez voir. Quel ustensile rencontre-t-on pour la première fois dans la Bible, dans le livre d'Isaïe, chapitre 41, verset 7? On est dans le livre de Yeshayahu, Perek Mem Aleph, Pasuk Zaïn. C'est la première fois qu'on rencontre cet ustensile dans la Torah, un ustensile connu. Quel est cet ustensile? C'est un outil? Oui, monsieur, c'est un outil. Un marteau? C'est un marteau. Bonne réponse de David Berda, tout à fait. Voilà, exactement. C'est un marteau. C'est aussi simple que ça. J'ai offert la réponse, là. Ouais, tu l'as offert la réponse. On verra à la fin. On peut dire un demi. On a eu dans des émissions comme ça. Oui, mais des fois, Marc aussi. Je me rappelle que dans ton 8e de finale, Marc, il avait trouvé bijoux. Et sur bijoux, toi, tu avais trouvé boucle d'oreille, me semble, aussi dans la question Bible. Je crois que c'était ça, rappelle-moi.
D'accord. On va dire que ça va faire 2-1 pour David. On verra à la fin si on doit départager. Ouais, pas de souci. Voilà. Mais effectivement, la réponse est un marteau. Tu nous envoies l'image en régie quand tu veux, mon ami Tsuriel. Voilà. Voilà, je vous donne ce verset. Vaychazek harash et tzoref, machlik patish et holem pam, omer la devek tovu, vaychazekeu bamasmerim loimot. Je vous donne la traduction. Le sculpteur encourage l'orfèvre. Celui qui polit au marteau réconforte l'ouvrier, qui frappe l'enclume et qui dit de la soudure. C'est bien, on consolide. Et puis on consolide avec les clous pour qu'elle ne s'écroule pas. Voilà, donc je vous ai amené une belle photo d'un marteau, un marteau d'orfèvre. Et à côté, c'est quoi pourquoi je vous ai amené cette photo à côté? C'est qui? Parce que c'est Clo-Clo. Et ouais, qu'est-ce qu'il chantait? Nananana. Exactement. Si j'avais un marteau, voilà, exactement. J'aurais pu faire cette question. Quel est le rapport entre le verset de Yeshayahu et Claude François? Claude François. Voilà, on aurait pu faire ça aussi. On aurait pu poser la question comme ça. Mais enfin, exactement. Donc, David, tu donnes la bonne réponse. Ça fait 2-1 pour David Berda. On va à la quatrième question. Allez, au revoir. Alors, quatrième question de ce quart de finale. Pour l'instant, mené David Berda, qui avait été mené au score 1-0 et qui, pour l'instant, mène 2-1. Et donc, ma foi, rien n'est perdu pour Mickaël, puisqu'il ne reste que 2 questions. Et donc, on est arrivé à la question blitz. Donc, la question blitz, je vais vous proposer une personnalité. Alors, comme vous le savez, je vais dire elle pour une personnalité. Ça peut être un homme ou une femme. Je vais vous donner des bribes d'informations sur cette personnalité, que vous connaissez les deux. Une personnalité très connue, juive, du monde juif, etc. Là, j'ai peur, parce que Mickaël, il doit être fort là-dessus. Alors, d'accord. En tout cas, cette personnalité est juive, il faut le savoir. Et donc, le premier qui me donne la bonne réponse prend le point. C'est aussi simple que ça. Mon ami Tsuriel en régie, je vais te donner le top pour commencer. Top, c'est parti. Elle est née le 24 novembre 1952 à Boulogne-Billancourt. Sa mère est juive, mais pas son père. Elle rencontre ses futurs partenaires au lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine. Klarsfeld. Josiane Balasco. Elle s'inscrit en économie à Dauphine. Elle sèche pour suivre des cours d'art dramatique. En 1974, il forme une troupe rue des Lombards, dans le 4e arrondissement de Paris. En 1978, il prend le nom de la femme d'Olive dans un film de Patrice Lecomte. Coluche. Olive. En 1987, elle fait un tour du monde avec sa famille à bord d'un voilier. Ça va pas vous aider, ça. Elle soutient en particulier la recherche médicale pour la maladie d'Alzheimer. Fugain. Non. Elle est atteinte d'une déficience handicapante rare de la prosopagnosie, amnésie des visages. Elle monte plusieurs fois sur les planches ces dernières années en Israël. Thierry Lhermitte. Thierry Lhermitte, bonne réponse de Mickaël Blum, oui monsieur, qui égalise à 2 partout dans ce match incroyable, ma foi, qui arrive à un suspense insoutenable, puisque nous allons arriver à la dernière question, avec un score de 2 partout, tout à fait, c'est Thierry Lhermitte, exactement, vous l'avez presque, en 1978, quand j'ai dit, elle prend le nom de la femme du mari d'Olive, dans un film de Patrice Lecomte. Et c'était quel nom? Évidemment, Popeye. C'était Popeye. En fait, ouais, Popeye, bien sûr. J'avais écrit la femme d'Olive, j'aurais dû écrire le mari d'Olive. Ouais, c'est ça pas que très clair. Effectivement. Ouais, c'est Popeye. Mais en tout cas. Ah, je l'avais à ce moment-là, mais j'ai pas dit. Voilà, ça doit être ça. Ça doit être ça. Ouais, je l'avais dit exactement. Tout à fait. Il s'agit de Thierry Lhermitte. Et donc, Mickaël Blum égalise à 2 partout. Attention, il souffre de quoi, Thierry Lhermitte? Alors, il souffre de prosopagnosie. Prosopagnosie, c'est l'amnésie des visages. Ça, je ne savais pas. Je ne le savais pas que ça existait avant de le lire, je vous l'assure. Alors, bien sûr, dans toutes ces questions-là, je vous amène des détails pas très connus, sinon c'est trop facile. Mais en tout cas, à la fin, Mickaël, tu as trouvé la bonne réponse. Ça fait 2 partout. On passe à la dernière question, c'est chaud. Alors, à tous les webtateurs et les webtateuses, c'est toujours très très chaud dans ce deuxième quart de finale du tournoi des têtes de son, puisqu'on est à 2 partout entre l'excellent Mickaël Blum et le très très fort David Berda, qui, ma foi, lui donne du fil à retordre. Voilà. Ils sont tous les deux très concentrés, puisque la 5e question est la question qu'on a déjà posée dans cette émission.
Voilà, et c'est une question comme ces questions. C'est une question on l'a été posée il y a plus d'un an. Voilà, les webtateurs et les webtateuses qui suivent les têtes de son vont peut-être s'en rappeler. Ou alors peut-être que vous, si vous avez vu les émissions, vous pourrez aussi savoir quelle est la réponse à la 5e question. Alors attention, la question est la suivante. Qui est Robert ou Bob Iger? C'est un aviateur. C'est pas un aviateur. Alors, Chanteur. Robert ou Bob Iger? Alors déjà, Mickaël, il n'a pas la réponse d'emblée, donc on est content. C'est un chanteur. C'est pas un chanteur. C'est un écrivain. C'est pas un écrivain, non. C'est son vrai nom. Oui, c'est son vrai nom. Et il est connu sous ce nom. Il faut qu'on trouve qui est Bob Iger. Exactement, ça veut dire, bien sûr, Bob Iger, c'est pas qui c'est, mais ce qu'il fait dans la vie, vous pouvez le trouver. Il est vivant? Il est vivant. Oui, il est vivant. C'est un scientifique. Non, c'est pas un scientifique. Un homme politique. Israélien? Pas un homme d'Afrique. C'est pas un Israélien non plus. C'est un Américain? C'est un Américain. C'est un sportif. C'est pas un sportif. C'est de la science? C'est quoi? De la science? C'est pas dans la science, non. C'est un chef d'orchestre. Non, non plus. Un peintre. Domaine, on va trouver, à mon avis, élargissez. Un artiste. C'est pas un artiste, non. Un sportif, ça dit, Mickaël, non? Non, il a dit Sportif, que non. c'est pas le monde du sport non plus. Un cuisinier. Non plus. On n'est pas dans l'alimentaire du tout. Alors, acteur? Non plus. Acteur? Non. Un architecte. C'est pas un architecte. Monde politique? Non, Il a c'est pas la déjà dit politique. non. Ouais, on n'est pas dans la politique. Un rabbin. Non. Il est. Un inventeur. Il a inventé quelque chose. Non, non. On est dans le monde. Trouvez-moi, élargissez un peu. Après, on va rétrécir. On est dans le monde. C'est un dessinateur. Non, non, non. Faut élargir beaucoup plus. Pour commencer, on est dans le monde. Bob Iger. Alors, on est dans le monde de quoi? Je sais pas du tout, vraiment, là. Un journaliste. C'est pas un journaliste. C'est pas un journaliste. On est dans Un le... Ah, c'est écrivain. un homme de télé. C'est pas un homme de télé. C'est un auteur. Il a écrit des livres. Non. Non. Alors, je vais vous dire ce qu'il est. Il est président exécutif et président du conseil d'administration d'une boîte. Mais de quelle boîte? De Microsoft. Non. Apple. C'est dans le domaine Non. de l'informatique. Non, monsieur. C'est des vêtements. C'est pas des vêtements non Des plus. vêtements. Des C'est pas une meubles. boîte de vêtements. De Il y a meubles. des... C'est pas des meubles non plus. Il y a des De vêtements. De magasins. électroménager. Du commerce. Électroménager. Non. Du commerce. Une grosse Non boîte plus. de commerce commercial. Un Non. site Amazon. Non. On n'est pas dans ce domaine-là du tout. Pas du tout. Donc, il est président d'une banque. Il est banquier. Non, il n'est pas banquier. Il est dirigeant. Ah, vous la connaissez cette boîte, hein, je peux vous certifier. Hein. Ça a un rapport avec le monde juif, la boîte? Non, pas spécialement. C'est un rapport avec la vie quotidienne. Lui, il est juif, bien sûr. Ouais. Ça veut dire quoi la vie quotidienne? Genre Non, une télévision. Non, c'est pas informatique, t'as dit. Ah oui, un petit Walt rapport avec la Disney, c'est le télévision. patron de Walt Disney. C'est le patron de Walt Disney. Tout à fait bonne réponse de Michael Bloom. Il remporte ce deuxième quart de finale. Tout à fait. Bravo, sur le Michael. score très serré de 3-2. Voilà. Bob Iger est donc un dirigeant et entrepreneur américain. Il est le président directeur général de la Walt Disney Company depuis le 30 septembre 2005. Il occupe également des postes au sein des conseils d'administration de grandes entreprises américaines, notamment au sein d'Apple. Bob Iger, né le 10 février 1951 à New York City dans une famille de confession juive. En 1996, quand la Walt Disney Company rachète ABC Capital Cities, Robert Iger reste le responsable de l'entité. Le 25 février 1999, Robert Iger devient le PDG du ABC Group et président de la Walt Disney International. Le 24 janvier 2000, il est nommé président et directeur général de la société Disney et élu membre du directoire. Michael Eisner le proposa le 13 mars 2003 comme son successeur, le plus naturel pour la continuité de l'entreprise. Le 1er octobre 2005, Robert Iger devient le 6e président directeur général de la Walt Disney Company. À la tête du groupe Disney, Robert Iger a transformé et relancé une entreprise à bout de souffle et minée par des conflits internes. Depuis 2005, le chiffre d'affaires a presque doublé et les profits ont été multipliés par 3,5. La capitalisation boursière est passée de 56 milliards à 164 milliards de dollars. Voilà, c'est ce monsieur, Bob Iger, qui donc fait remporter le 5e et dernier point de ce deuxième quart de finale.
Voilà, ça fait 3-2 pour Michael Blum. En tout cas, David, je te remercie infiniment d'avoir participé à ces émissions. Tu as atteint les quarts de finale. Hein, il reste un chef dans son domaine. Exact, voilà. Oui. On va te voir, petit malin. Moi dans le mien. En demi-finale contre Sabrina Moïse. Et elle, à chaque fois qu'elle vient, elle veut manger du lion. Donc, je te préviens. Voilà, une demi-finale qui s'annonce extrêmement relevée. Merci beaucoup. Entre Michael Blum et Sabrina Moïse. Merci à David Berda. Voilà, à bientôt pour les demi-finales. Merci à Kiki. Bye bye.